ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, c'est moi qui vous présente notre invité. Maxime et moi, on a eu la chance de recevoir cette semaine Caroline Côté. Caroline est une grande réalisatrice, aventurière et cinéaste. Elle revient de l'expédition Électron. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Électron, eh bien c'est 2000 km exposés à des conditions extrêmes qui couvrent les lignes Hydro-Québec et ce, en pleine autonomie. Elle raconte ses défis, sa méthode de préparation, comment elle contre la solitude, sa famille qui l'encourage au travers de tout ça et naturellement de ses prochains défis. Caroline, c'est plus qu'une fille inspirante et j'étais très heureuse de faire cette entrevue avec Maxime. Finalement, j'aimerais prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont aimé notre page Facebook, qui se sont inscrits sur notre chaîne YouTube et qui ont laissé un beau 5 étoiles sur iTunes et aussi d'avoir partagé nos épisodes. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître. Donc, je vous souhaite une bonne entrevue avec Caroline Côté. Bienvenue aux Machines. Caroline Côté, bienvenue aux Machines. On est vraiment excités de t'avoir ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. C'est qu'on a eu une demande grandissante pour des femmes qui viennent parler à l'émission. Puis je pense que c'est une candidate très à propos. Puis l'autre chose qui est un peu particulière, on était chez une de mes filles aux États-Unis en fin de semaine dernière. Puis ça a donné qu'on a profité de l'occasion pour aller courir le Appalachian Trail au Massachusetts. Puis là, on croisait un paquet de monde qui était parti de la Géorgie au mois de mars pour finir leur expédition dans le Maine dans 2 mois. Puis Stéphanie disait, comment ça, ils font ça, ce monde-là, ça n'a comme pas de bon sens à marcher pendant aussi longtemps. Puis on s'est même parlé de toi sur la trail, on disait, ben, tu sais, Caroline, c'est exactement ce qu'elle fait. Fait il faut vraiment, puis Stéphanie, ça la fascinait aussi, parce qu'il y a une mentalité en arrière de ça. Il faut que tu aies vraiment un mindset très, très fort pour partir. Tu as vécu la solitude dans ton dernière expédition. Fait qu'on est content que tu viennes parler de ça avec nous autres aujourd'hui, parce que je pense que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de choses à discuter avec nous. Alors, bienvenue aux Machines, Caroline. Merci. Ben en effet, la marche puis tout ce que j'ai appris sur la route, ça a été formidable durant les dernières semaines. Puis aussi, ben c'est génial de pouvoir vous rencontrer puis de partager ces expériences avec vous. Je sais que vous faites pas mal de beaux trips aussi, alors voilà. C'est pas le même genre, là, mais... Tu dois retourner coucher chez nous le soir. Ouais, c'est ça. une fin assez proche. Avant de tomber dans le vif du sujet de tes expéditions, parle-nous un peu de ton parcours professionnel et personnel, parce que tu faisais, avant de t'embarquer dans le... tu es une ultramarathonienne, une réalisatrice, tu es aventurière, mais avant tout ça, à un moment donné, tu faisais autre chose avant. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours de vie, comment ça a commencé, puis comment l'étincelle de l'aventure a commencé dans ta vie? Oui, en fait... pour moi, comment tout ça a commencé, je dirais que j'étais quelqu'un, dans le fond, au cégep qui était vraiment passionné par le cinéma. Je me disais, bon, j'ai vraiment pas de qualité en termes de mathématiques, tout ça. Pour moi, c'était assez difficile. Je me suis dit, je vais aller dans un programme au cégep où il n'y a pas de mathématiques, où j'aurais plus besoin d'en faire. Et là, je me suis retrouvée devant un super programme au Cégep Édouard-Montpetit qui était un programme de cinéma et de communication. Puis c'était parfait pour moi parce que, bon, j'étudiais les films français, j'étudiais un peu aussi comment filmer puis tout ça. Puis, ben, c'est en arrivant à l'université que je me suis dit, bon, ben, peut-être que le cinéma, c'était ma passion, mais qu'est-ce que ça peut m'amener? Est-ce que j'ai vraiment une chance de devenir réalisatrice, faire des documentaires? Je pense pas parce que, bon, il y en a tellement peu. Puis, c'était pas encore vraiment la période où on pouvait beaucoup faire de promotion sur les réseaux sociaux. J'étais encore assez jeune, fait que je me disais, il n'y a pas grand-chose que, pour moi, l'avenir, ça soit devenir réalisatrice ou de faire de la caméra, dans le fond. Alors, ben, ça m'a un peu découragée. Puis, pendant cette période-là un peu incertaine, je suis passée de la paléontologie, de l'océanographie, l'urbanisme, tout ça un peu en 2 ans, là, à essayer de chercher vraiment à l'UQAM qu'est-ce que je voulais faire. Et finalement, je me suis retrouvée à faire de la publicité. J'ai fait un certificat en publicité et je me suis dit, bon, tout ça, c'est parfait, mais la création, dans tout ça, on l'oublie. Puis moi, c'était quelque chose que je me sentais vraiment appelée par ça. Fait que je me suis dit, OK, ben, soit tu continues à essayer de te trouver ou soit tu fonces vraiment vers ce qui t'intéresse. Puis je savais que pour moi, le cinéma, ça restait encore à l'arrière de ma tête. Puis j'ai décidé de continuer tranquillement
m'informer à ce sujet-là. Puis, c'est un peu par la suite des choses, c'est venu par accident. J'ai commencé à travailler dans une compagnie qui s'appelait Esprit de corps et c'est une compagnie qui organise des challenges pour les personnes un peu, soit en milieu de travail ou les personnes à la maison comme ça qui décident de, c'est ça, se lancer un défi, qui savent pas trop comment. Donc, ça peut être, par exemple, de courir de Montréal à New York par relais. Des choses comme ça, ou sinon, ça peut être monter le Mont Washington en équipe de travail, puis tout ça dans le but de consolider les liens, puis de faire de la mobilisation d'équipe. Donc, j'ai été amenée à travailler à cet endroit-là. Puis, avec tout ça, j'ai pris la caméra, puis j'ai décidé de faire la photo, du vidéo, puis de créer la petite équipe de communication de cette entreprise-là. Et ça a été vraiment, pour moi, quelque chose qui m'a amené à me challenger en environnement extérieur, dans des conditions extrêmes. Puis en même temps, mais j'avais la caméra avec moi, donc ça reliait un peu mon premier amour de caméra puis de réalisation. Donc, c'est un peu mon parcours jusqu'ici, ouais, voilà. Est-ce que tu relevais des défis sportifs? As-tu toujours été une sportive ou ça a été un peu par des formations qui t'es arrivé vers le sport? Ça a été quoi ton parcours sportif à travers ça? Comment ça s'est passé pour moi, le sport dans ma vie? Je crois que j'ai toujours été attirée vers tout ce qui était un peu extrême, dépasser mes limites. Je confrontais beaucoup mon père, malheureusement, et jusqu'à environ 18-19 ans, à essayer de lui demander pourquoi il faut toujours respecter les ordres, ou sinon pourquoi faire comme ce que les gens nous demandaient de faire. Puis maintenant, je regrette un peu de l'avoir challengé autant, mais cela dit, il m'a toujours amené à vouloir vivre l'aventure en extérieur, puis de faire, par exemple, de l'escalade sur des rochers, un peu de nage, puis tout ça. Puis au secondaire, j'aimais bien courir le plus loin possible, pas pour me donner une limite, mais pour dépasser les gars qui étaient devant moi, puis ça, c'était mon but, tu sais. Mais sinon, j'ai vraiment pas eu un parcours où automatiquement, j'étais amenée à vivre des choses à l'extérieur. C'est plus venu vers 24-25 ans, là, où je me suis vraiment mise à être plus attirée vers la forêt, vers l'extérieur. OK. Puis, donc, naturellement, tu n'étais pas une athlète, mais tu étais une bonne athlète, mais c'est venu un peu par la force des choses, puis c'est plutôt à l'âge adulte que les défis sportifs plus intenses ont commencé à t'intéresser. Tu te souviens-tu, c'est quelque chose qui a déclenché ça? As-tu vu quelque chose à la télévision? Y a-tu un élément ou un ami qui t'a parlé d'une course en tant que telle, qui t'a fait donner le goût, en fait, de faire l'ultramarathon ou au point de vue sportif, t'a dépassé? Mon père avait un frère qui est décédé à l'âge de 29 ans, si je me trompe pas. Et je l'ai jamais connu. Et son frère c'était un aventurier de son temps. Il allait en Égypte, il allait rencontrer les peuples là-bas. Puis la dernière expédition qu'il avait menée, dans le fond, c'était sur la rivière Yukon. C'était une expédition de canot. Et malheureusement, on n'a jamais retrouvé son corps. Il s'est noyé dans la rivière. Puis cet homme-là, le frère de mon père, j'ai toujours eu une espèce de fascination pour lui. Il complétait toutes sortes d'aventures. Il était même entré dans la police, il avait fait tous les tests, puis ensuite, il se dirigeait vers quelque chose d'autre de nouveau pour lui. Donc, il était toujours à la recherche d'expériences nouvelles. Et le connaître par les paroles de mon père, ça m'a toujours un peu inspirée. Puis je me suis dit, peut-être que j'ai été amenée vers l'aventure à ce niveau-là. Puis au niveau de tout ce qui est la course, j'ai eu des amis qui m'ont partagé leur passion, puis c'est venu vraiment comme ça, naturellement, autour de moi, là, à Montréal, des gens qui m'amenaient un peu courir dans les rues. Puis de plus en plus, j'ai été amenée à courir dans des sentiers du Mont-Royal. Puis ensuite, là, quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était le trail running, je me suis lancée, puis ça rejoignait ma passion d'aventure. Pour en revenir au Yukon en canot, je pense que tu l'as fait, hein? Il y a environ 2 ans maintenant, c'est ça, j'ai fait une expédition de canot sur la rivière Yukon.
en sachant pas que le frère de mon père c'est était je mort. pensais que c'était C'est parce ça, que lui, c'est ma il l'avait question, moi fait, aussi, c'est pour ça que je suis ok, partie à rire, c'est que tu savais pas qu'il l'avait fait. Non, exactement. Je savais Oui. pas qu'à cet endroit-là, le frère de mon père était décédé. Puis c'est la journée même quand j'ai quitté la maison. Mon père a dit, tu savais, Caroline, quand mon frère est décédé, ben c'était sur la rivière Rubicon. Fait que sois très prudente. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis en même temps, je voulais respecter mon père là-dedans. J'ai eu assez peur de lui faire vivre toutes sortes d'émotions, mais je me disais qu'il était habitué là, avec le fait que je partais en Antarctique avant, puis ensuite que j'avais fait d'autres expéditions, mais il m'a suivi sur la carte GPS qu'on mettait là, sur le site web. Il m'a suivi jour après jour, surtout dans le moment où il savait dans quel coin le décès avait eu lieu. Fait que moi, arrivé à cet endroit-là qui s'appelle le lac La Berge, dans l'expédition, je me suis dit, je vais être prudente, puis c'était un moment super fort de l'expédition. Ouais. C'était une expédition de combien de temps? C'était une expédition de 2 mois et demi. On est parti à Whitehorse, puis tranquillement, en canot, on était 4 personnes. On est allé jusqu'à Emonac, qui est à la sortie de la mer de Bering. Très près de la Russie, à la fin de l'Alaska. Donc, ouais, c'était quelque chose. Je t'ai parlé de ces défis-là, j'aimerais ça qu'on en parle. On va revenir tantôt à ton dernier défi que tu as fait récemment, qui était la route des électrons. Mais j'en sais que tu me parles du premier défi, parce que tu en as fait beaucoup quand même, là, puis je t'ai impressionné par tout ce que tu avais accompli. Mais parlons un petit peu du premier défi, comment il est arrivé sur ta route, puis le reste des autres défis que tu as fait. Puis on parlera de ton plus récent, puis ton futur après, ton futur projet qui s'en vient. Oui. Alors, comment ça a commencé tout ça? J'avais un copain dans le temps qui était guide d'aventure. Il avait fait un cours au Cégep Saint-Laurent. Il y a un super cours là-bas pour devenir guide. Donc après, quand on devient guide, on peut faire toutes sortes d'expéditions, amener des gens en aventure puis tout ça. Puis lui, je savais qu'il allait en Antarctique. Il allait partir d'environ 1 année. Il allait partir en Antarctique avec quelques personnes. Une équipe qui n'était pas encore formée totalement. Et j'ai pris la chance de demander d'aller en Antarctique avec cette équipe-là. Par contre, je vous dirais que j'avais aucune expérience en termes d'équipement pour aller là-bas. J'avais dormi une fois dans une tente l'été. Et je me suis dit... C'est pas toi qui l'avais monté. Eh ben ouais, presque exactement, tu sais. Et je me suis dit, bon, je pense que je pourrais peut-être le faire parce que moi, mon but derrière tout ça, c'était pas nécessairement de faire l'expédition, mais c'était de faire un documentaire d'une expédition en Antarctique. Donc, tranquillement, j'ai décidé de un peu montrer mon intérêt envers cette équipe-là. Puis, j'ai dû accepter de me faire challenger puis de me faire dire, ben, c'est pas ta place. Puis c'est certain que quand on se fait dire ça nous remet vraiment à notre place, mais c'est certain que là-bas, personne ne pouvait amener quelqu'un d'aussi pas préparé que moi. Oui, exactement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant 3 mois, j'ai utilisé des cordes, j'ai fait du ski, j'ai monté, démonté des tentes, j'ai bravé des conditions vraiment extrêmes dans la région, tu sais, du Québec, plus l'hiver, là, pour me pratiquer avec tout ce que je pouvais vivre en Antarctique. Puis, ben, à la fin de tout ça, ben, il y avait comme un vote d'équipe pour dire, OK, ben, est-ce que tu es assez préparé pour aller là-bas? Est-ce que tu vas être capable d'affronter les difficultés? Oui, une journée, mais sur 30 jours d'expédition, tu sais. Exactement. Puis, pas être un poids. Donc, il a fallu que je fasse des nœuds de cordes dans mon dos. Il a fallu que je sache comment faire plusieurs trucs techniques. Et finalement, bon, ben, on est arrivé à la date où on s'est dit, OK, ben, Caro, ben, je pense que tu peux venir avec nous sur l'expédition. Puis quand c'est devenu sérieux, ben, c'est là que j'ai pris vraiment conscience de toute l'ampleur de ce défi-là. Aller en Antarctique, c'était 30 jours sur le continent, après avoir fait 5 jours de voilier, mais en passant par le Cap Horn à partir de Terre de Feu. Et on croyait quand on allait arriver sur le continent,
c'est là que ça allait se passer le vrai défi, mais ça a commencé en voilier, évidemment, dans la traversée jusqu'en Antarctique. Puis, ben, ça a été ça, hein, ça a été quelques épisodes de chute en crevasse. Nous, on allait là-bas pour inspirer un peu les gens à braver leurs propres limites, mais on se retrouvait nous-mêmes à les affronter à chaque jour. On allait là-bas pour explorer aussi des sommets qui n'avaient jamais été grimpés. Puis, on allait là pour documenter, donc faire le documentaire de l'expédition en lien avec l'Agence canadienne spatiale, parce qu'on testait des chandails. Et puis les chandails, c'était des chandails qui étaient envoyés aux gens qui allaient dans l'espace dans les prochaines années et qui calculaient soit la chaleur du corps ou plusieurs données par rapport à ça. Donc, sur le bateau, il y avait une personne qui faisait des recherches sur nous. Et le bateau nous attendait en cas de sécurité là, sur le bord du continent. Puis on est reparti, puis ça a été la première grosse expédition Expo Antarctique là, qui m'a amené totalement ailleurs en termes de préparation puis de focus mental. Tu disais que la sélection pour aller sur le voyage était assez serrée. Étais-tu la seule fille qui était là? On était 3 femmes et 3 hommes. Alors, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Je pense que c'était pour cette raison-là, dans le fond, que l'Agence canadienne spatiale voulait un bassin égal à peu près de personnes entre hommes et femmes. Et ben, c'était intéressant parce que moi, les 2 femmes qui m'accompagnaient, c'était des femmes très fortes que je voyais aller, puis je me disais, il faut que je sois à la hauteur de ces 2 filles-là. Il faut pas que je sois un poids pour l'équipe, il faut que je sois capable d'aller à leur niveau, puis d'être capable de les filmer en action, parce que c'était des filles qui m'inspiraient. Il y avait Emmanuelle Dumas, qui est maintenant rendue seconde sur un voilier. Puis il y a Marina Lançon qui est guide aussi, qui est en ce moment au Yukon ou au Groenland en train de guider des grosses expéditions. Donc, ouais, elle m'inspirait beaucoup. Alors, puis les 3 autres hommes qui étaient de l'expédition, ben, il y avait Samuel Ostigui qui était mon conjoint à l'époque. Il y avait Alexandre Biette qui est un super leader d'expédition qui nous a menés jusqu'au bout pendant les 30 jours en suivant un chemin qui était plus ou moins défini là, sur les cartes. Donc, la navigation là-bas sur le terrain, c'est quelque chose de très complexe. Puis, il nous a menés à bon port du jour A jusqu'au dernier jour. Là. Fait que, sinon, il y avait aussi François qui est tombé dans une crevasse, mais qui est le membre le plus grand de l'équipe, puis le plus fort habituellement. Et il est tombé dans une crevasse. On a eu de la difficulté à le remonter, je pourrais dire. Là. Ça a été assez complexe. Mais lui, c'est ça, travaille sur les lignes électriques, puis il fait du montage de cordes en hauteur. Ouais. Est-ce que les gars ou les filles avaient tendance à prendre des rôles plus spécifiques ou c'était tout le monde tirait son morceau du voyage puis c'était pas mal égal pour les gens? Je te pose la question parce que tantôt, tu disais que tu étais un peu vu comme le chaînon faible de l'expédition au départ parce qu'évidemment, tu n'avais pas l'expérience. Ouais. Mais à la lumière de tout ça, est-ce que tout le monde avait... ben, premièrement, as-tu été le moyen fait? Parce qu'après l'expédition, est-ce que tu constates, ben écoute, j'étais moins expérimenté, mais peut-être que ça a eu un impact, oui ou non. Puis est-ce que tout le monde avait l'air à tendance à prendre chacun leur rôle, puis il n'y a pas les gars qui disent, ben, tu sais, tasse-toi, je vais m'occuper de ça pour toi parce que moi, je suis un gars. C'était comment c'était géré? Ouais, non, je pense qu'il fallait vraiment, à partir du moment où on embarquait en expédition, même dans le défi préparatoire qu'on avait fait plus tôt sur le glacier Athabasca, proche de Calgary, c'est ce qu'on voulait voir, c'est qu'on voulait voir justement si tout le monde avait une force égale dans l'équipe, puis si tout le monde était capable de se débrouiller. Puis ça a été 2 semaines où on a travaillé, oui, ensemble, mais à développer chacun des forces différentes. Puis ça a été 2 semaines qui ont été un peu comme ce qu'on allait voir en Antarctique. Et c'était essentiel de faire un défi préparatoire pour être certaine que rien allait casser à ce moment-là. Puis il fallait pas que quelque chose arrive en Antarctique parce que c'est des moments où on peut pas appeler à l'aide, il y a personne qui va venir. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque personne, en tant qu'individu, s'est développée
au max de ses capacités. Puis moi, j'ai été étonnée de voir que je pense que j'avais ma place, puis que j'ai réussi le défi que je me lançais, de me dire que j'étais une personne qui s'entraînait depuis des mois, mais je me suis entraînée fort, puis je pense que ça a servi. Chaque personne qui était là était un aventurier ou une personne qui faisait des expéditions qui était préparée. On avait tous notre place à bord de l'expédition, puis c'est ce qu'il fallait vérifier avant de partir sur le continent. Ouais. Cool. Fait que ça, c'était ta première expédition. Après ça, tu es revenu au Québec, puis tu es parti pour autre chose. Oui, les retours d'expédition, c'est toujours un peu difficile, je dirais, de mon côté, peut-être pour un peu tout le monde. On se retrouve à avoir vécu des émotions vraiment extrêmes. Vous connaissez ça sûrement aussi. Puis c'est ce qui donne envie un peu de replanifier quelque chose juste après. Les refaire. Ouais. Et ce que je retire de tout ça, c'est que on peut vivre des moments vraiment difficiles. Mettons, par exemple, un matin, puis le soir, tout est effacé, puis c'est à refaire la journée d'après. Puis quand on revient à la maison, il n'y a pas toujours des moments qui nous amènent à vivre des défis quotidiens ou des petits peut-être. Puis c'est ce qui me manquait après Expo Antarctique. Ça m'a amené à vouloir faire d'autres, je dirais peut-être pas activités, mais d'autres expéditions. Celle que j'ai faite par la suite, ça a été une expédition que j'ai joint qui s'appelle Pull of the North. Puis ça a été l'expédition de canot là, qui a traversé tout l'Alaska. Ouais. Fait qu'on est allé découvrir là-bas des peuples de la rivière Yukon qui se déplacent habituellement soit sur la rivière, mais qu'il n'y a pas de route autour. Donc, les valeurs de culture sont très fortes. C'est des gens qui chassent et qui pêchent, habituellement pas mal toute leur vie, mais qui ont aussi des choses à partager, puis qui m'ont marqué beaucoup. Puis c'est un montage, puis c'est un documentaire que je suis en train de faire en ce moment, là, la post-production. Ah, j'ai vu certaines images sur ton site qui sont magnifiques d'ailleurs. C'était quand ils ont fait Pull of the North, qui était instigateur de ça? Parce qu'évidemment, j'imagine que tu ne peux pas partir en expédition puis vivre. Il n'y a pas de l'argent qui rentre dans le compte de banque à tous les semaines. Il faut que ça se paye cette expédition-là. Qui était instigateur? Puis comment tu vis à travers ça? En fait, j'ai joint l'expédition par un site vraiment intéressant, un site anglais qui s'appelle Explorers Connect. Et c'est un site qui permet à plusieurs personnes de se joindre, par exemple, si on a besoin de quelqu'un pour filmer, si on a besoin de quelqu'un pour photographier un leader d'expédition, tout ça. Donc, c'est des personnes qui se joignent toutes à la même place. Et j'avais entendu parler de ça de mon professeur. J'ai fait une espèce de workshop qui était à Banff au Mountain Film Festival là-bas. Et lui nous parlait justement de comment on pouvait rencontrer d'autres gens parce que c'est un peu les difficultés du métier. C'est bien beau vouloir faire un documentaire sur quelque chose, mais être en équipe... Projet. Ouais, c'est ça. Être en équipe, c'est vraiment difficile des fois de trouver les autres membres. Fait que j'ai joint quelqu'un qui s'appelait Jan Finch, qui a été le leader de l'expédition. Puis je me suis dit, bon, on va rajouter un peu de langue française là-dedans, un Québécois. Donc j'ai ajouté Martin Trahan, lui qui avait fait les chemins de l'or bleu, qui avait traversé une partie du Québec en canot quelques années avant. Je me suis dit, allez, pourquoi pas venir sur l'expédition, puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités en termes d'organisation, de défis sur un canot. Moi, ça m'était jamais arrivé non plus de pouvoir faire ça avant. Alors encore là, il fallait que je me pratique à faire du canot. Et non, c'est ça. Alors, on a décidé de repartir avec cette expédition-là qui m'a vraiment marquée aussi, ouais. Puis le but, c'était de faire un documentaire. Toi, dès le départ, c'était clair, quand tu fais l'expédition, c'est de faire un documentaire parce que c'est ton gagne-pain de faire des documentaires. Oui, exactement. C'est sûr qu'avec Expo Antarctique puis Pull of the North, c'est des projets un peu, au départ, c'est des projets, je dirais, un peu plus de passion. C'est des projets qui me guident dans ma vie puis qui tombent un peu par hasard. Puis je me dis, j'ai aucun autre choix que de continuer
à être inspirée par ça, puis à les réaliser. C'est des choses qui m'arrivent, qui tombent vraiment sur ma route à des moments donnés. Et à travers ça, ben, il y a des contrats ici à Montréal qui arrivent en lien des fois avec ces expéditions-là. Toujours parfois des documentaires à faire ou des fois des petites capsules pour des compagnies qui ont envie de faire découvrir leurs produits dans des environnements extérieurs. Donc, c'est des genres de personnes comme ça qui m'appellent, qui disaient, comme les bars Exact Nutrition, il y a Lawrence qui me dit « Hey, j'aimerais ça montrer comment ma barre peut être intéressante à un certain niveau, mais en amenant des gens qui se dépassent à l'extérieur. » Les ambassadeurs de la marque à montrer un peu leur milieu de vie, comme Véronique, elle, c'est une grimpeuse de blocs à l'extérieur. Donc, elle parlait de la barre. Puis moi, j'allais filmer une personne comme ça. Donc, c'est des contrats un peu, soit des projets de passion ou des projets en extérieur. Puis, j'ai toujours, à date, fonctionné comme ça. Puis ça marche bien. C'est comme ça que t'es arrivée à ta dernière expédition, dans le fond, Electron. Je pense qu'Electron, c'est venu après qu'on ait parlé de l'expédition Kamanik. C'est lequel, celle-là? Kamanik. C'était quoi? Donc, Kamanik, c'était une expédition qui a été faite l'année dernière. J'avais essayé de demander à des filles de mon entourage voir s'il y avait un intérêt quelconque pour aller faire du trail running dans le parc Courroujouac, dans le Nunavik. Et moi, je voulais faire un documentaire sur la rencontre de ces femmes-là avec une fille qui fait du chant de gorge qui habite à Igloolik. Et je voulais voir, tu sais, si les femmes allaient avoir des choses à se dire en termes de situation de défi, parce qu'on les faisait faire un trajet de 100 km dans les montagnes. Et je voulais vraiment récolter des commentaires sur qu'est-ce qu'elles avaient vécu ensemble, mais c'est séparément aussi, chacune de leur côté. Donc, ça a été vraiment fort ce qu'on a retiré de cette expérience-là. Après, c'était environ 10 jours là-bas dans le parc seulement à essayer de faire la distance prévue avec des conditions de pluie puis tout ça, puis filmer dans cet environnement-là. Et les filles, même celles qui filmaient derrière la caméra avec moi, et Maryse, Pascal et Charlotte, on a toutes été amenées à changer nos vies après cette expérience-là parce que ça a été tellement marquant, ce qu'on a récolté comme commentaire, mais aussi dans leur vie, là, ça a été un point tournant. Fait qu'il y en a une qui est maintenant enceinte, il y en a une autre qui a changé de métier, il y en a une autre qui est devenue freelance, alors c'est quand même assez fort. Puis le documentaire là, est diffusé au Trails in Motion. C'est un festival de trail qui va passer à Québec bientôt, au Québec. Ouais. Mais c'est ça. Fait après cette expédition-là, on m'a contacté pour un projet qui s'appelait Electron. Je pense que les gens avaient un peu vu que je faisais de la course en sentier, tout ça. Puis c'est LG2 Communication qui m'a rejoint. J'étais à Londres à ce moment-là. Je venais de laisser mon copain et la journée même. Et je reçois un téléphone. J'étais dans tous mes états et quand je réponds, on me parle d'un projet complètement fou. Et ce projet-là, on me dit oui, Caroline, on aimerait que tu filmes quelque chose d'assez particulier. Ça serait une grande aventure au Québec. Il me donne pas tous les détails, mais on se reparle la journée suivante. C'était-tu une bonne ou une mauvaise journée pour t'as pas proposé ça? C'était pour me proposer ça, j'aurais dit oui à n'importe quoi pour me changer les idées, là, je vous dirais. Fait que c'était une bonne journée. Ça a été une bonne journée à la fin. Ouais. Puis, je veux dire, le défi qui était là devant moi, je m'en rendais pas compte, mais c'était un des plus gros défis que j'allais affronter dans ma vie. Et à ce moment-là, j'accepte tout de suite. Je me rends pas compte non plus du fait que j'aurais dû y penser vraiment plus longtemps parce que on proposait pendant 2 mois et demi de suivre la route de l'électricité en partant de Natashquan jusqu'à Montréal, donc 2000 km. Je l'avais fait en canot avec Pull Off the North, mais jamais en le faisant à pied, surtout pas dans des conditions d'hiver.
et aussi des conditions de montagne, de vallée, de rivière. Donc, le téléphone se passe comme suit. Les gens me demandent, oui, est-ce que tu t'aimerais filmer ça? Puis je me dis, oui, mais c'est qui va être devant la caméra, tu sais? Donc... Non, c'est toi puis toi. Bon, c'est ça. La réponse est non, mais je pense que tu comprends pas exactement. Tu serais seul à être devant la caméra et en même temps à filmer. Et là, c'est là que j'ai failli dire non, parce que moi, être devant la caméra, c'est autre chose. Hein? C'est un défi qui me sortait vraiment de ma zone de confort. Fait que, j'ai décidé d'accepter, puis de vraiment de commencer le travail à partir du mois d'août jusqu'à tout récemment où l'expédition vient de se finir. Puis j'ai jamais... Oui, bon, j'ai regretté à quelques moments durant l'expédition d'avoir dit oui. Il y a personne qui le savait. Mais c'est ça. Mais si tu aurais pu vraiment y penser, est-ce que tu penses que tu aurais vraiment refusé? Ou... Après avoir eu le temps de faire, par exemple, l'épilogue maintenant de tout ce que j'ai ressenti durant l'expédition, je pense que c'est une expédition qui a un peu changé le cours de ma vie. Donc, je regrette pas d'avoir accepté de faire cette expédition-là. Au contraire, avec tout ce que ça l'a amené, puis avec tout ce que j'ai appris. Là. Comment on se prépare pour ce genre de défi-là, qui est quand même assez très extrême? Là? Je t'ai vu aller essayer des équipements en rivière. Tu avais des dry suits ou des wetsuits que tu essayé en rivière, mais... Exact. C'est intéressant de savoir comment tu te préparais, effectivement. Encore une fois, bon, je me disais, j'ai pas fait d'expédition où il y avait des crevasses ou des glaciers, tout ça. J'ai pas fait non plus d'expédition de canot avant. Alors, chaque expédition que je fais, dans le fond, je me remets à neuf. Ouais, exactement. Donc, c'est encore le cas pour l'expédition Électron parce que j'avais jamais fait de période aussi longue toute seule avec autant de ravitaillement, tu sais. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, c'est que moi, j'ai vraiment axé sur le côté développement de comment j'allais filmer tout ça. Ça m'a pris plusieurs mois. J'ai fait appel à Samuel qui m'avait accompagnée en Antarctique pour faire la gestion de tout ce qui était les maps, le terrain, puis l'architecture du défi en général. J'avais besoin de quelqu'un qui soit là pour m'aider là-dedans. Puis ensuite, c'est des gens aussi de Hydro-Québec qui m'ont appuyé dans toutes ces démarches-là, comme c'est des gens qui étaient là pour mieux comprendre parce qu'on sait que en travaillant de 9h à 5h, par exemple en communication chez Hydro-Québec, les gens ne comprenaient pas la situation d'être sur le terrain puis de vivre une expédition tous les jours. Puis c'est des gens qui ont, à la fin de l'expédition, je pourrais dire, ils étaient là chaque jour avec moi parce qu'on se parlait souvent. Là. Fait que c'est des gens qui, après, j'ai eu l'impression qu'ils avaient fait l'expédition avec moi. Ils m'ont soutenue à certains moments, mentalement beaucoup. Puis c'était une équipe qui s'est adaptée à tous mes besoins. Puis ça a été fantastique de travailler avec eux. Mais la préparation, je dirais, c'était la moitié de cette expédition-là, tellement il y avait beaucoup de choses à faire. On part avec des cartes de Google Maps, mais on ne sait pas vraiment si ça passe ou si ça passe pas. Hein. Ah, c'est ça, hein? Ouais, fait qu'on a fait un chemin vraiment nouveau en essayant de suivre les lignes électriques. Puis, il y a des endroits où c'est possible de passer. Il y en a d'autres où c'est moins possible à cause des ravins, puis des rochers, puis tout ça. Puis, finalement, je crois être... je passais à travers. Ouais. Je pense qu'il y a des limitations au niveau de l'organisation. C'est que ils préféraient pas ou tu devais pas t'éloigner à plus que 10 km de la ligne de transmission. Exactement. 10 km. Puis, c'est une limitation qui semble assez simple, mais qui nous a amené à plusieurs défis là, d'organisation parce que avec un sac, avec un traîneau, il n'y a pas toutes les forêts qui sont faciles à traverser, tout ça. Il y a des fois par jour, je faisais 3 km. Il y en a d'autres où je faisais peut-être 24 à 44 km. Là. Mais des jours où j'ai tourné en rond, où je me suis demandé si c'était possible de continuer, il y en a eu beaucoup dans l'expédition.
Puis c'est des endroits où, par exemple, sur mon GPS, c'était écrit d'aller tout droit. Par contre, avec la crue des eaux, il fallait que je bifurque de mon trajet. Puis même en m'en allant, par exemple, en contournant quelques rivières, j'y arrivais pas. Fait que moi, instinctivement, je me disais, si je suis pas capable de suivre la ligne rouge sur mon GPS, ça veut dire que je suis pas la bonne personne pour faire l'expédition. Puis en étant toute seule, j'ai été beaucoup confrontée à ça. Est-ce que je suis assez bonne pour continuer en suivant cette ligne-là qui m'avait été donnée? Puis j'ai été amenée, c'est ça, à me dire, bon, mais peut-être que je vais un peu trop loin parce que j'étais rendue à traverser des rivières l'hiver, des rivières qui étaient dégelées, passer sur de la glace qui était presque au niveau zéro, là, j'aurais pu vraiment risquer un petit peu ma vie à certains moments, là. Donc, quand c'est venu le temps de justement peut-être prendre une pause, puis de me dire, ben là, soit que je continue en prenant encore des risques, ben là, je me suis dit, OK, on va changer la façon de fonctionner parce que traverser des rivières en hiver, devoir faire des feux après chaque traverse, je peux plus continuer comme ça parce qu'il y allait en avoir encore plus sur ma route. Fait que c'est là qu'on a changé la manière de faire et peut-être avec des wetsuits qu'on a amenés, on a aussi amené des cordes. Fait qu'on a changé tout l'équipement. Puis ensuite, j'ai été en mesure de continuer, là, mais ça a été un point difficile de l'expédition près des monts Valin, là. Ouais, ça a été quelque chose. T'as-tu une équipe à Montréal qui était dédiée à ton expédition? C'est ce qu'ils faisaient pendant le jour? C'est ce qu'ils faisaient? Y a-tu des moments, sincèrement, où t'as appelé et dit là, je peux plus continuer ça pour que ça se termine? À chaque jour, il fallait que j'envoie un relevé. Donc, mon niveau physique, mon niveau mental, comment je me sentais physiquement, mentalement. Puis, au niveau de mon matériel, si tout allait bien, s'il y avait des choses de cassées, de perdues, tout ça. Puis, moi, c'était souvent des 10 sur 10. Puis, il y a des périodes où ça descendait, tu sais, ça pouvait descendre à 6. J'essayais de pas aller en bas de ça pour pas inquiéter les gens, mais il y a souvent des moments où je me sentais c'était assez bas. C'était un 2. Ouais, c'est ça. C'était des périodes de froid très intenses ou sinon des périodes où c'était difficile d'avancer dans de la neige là, qui défonçait à chaque pas, tout ça. J'ai eu des périodes où, c'est ça, il y avait personne autour de moi pendant 7 jours. Ça a été un peu le plus long. Mais j'étais toujours en lien avec eux, soit par message texte à Montréal. Puis il y avait une équipe chez Hydro-Québec en veille pour être là, en support, avec moi. Puis il y avait aussi Samuel que je pouvais appeler avec le téléphone satellite. Mais c'était un projet qui était une expédition avec un départ en hiver au mois d'avril, puis une arrivée en juin. C'était, je veux dire, le temps prévu. Ouais, c'était incroyable de voir les températures changer, puis tout ça. Puis ça faisait partie du mandat de montrer un peu des photos où c'était l'hiver, puis ça s'en allait vers l'été. Tu as un peu le décalé ce voyage-là pour le faire plus propice ou plus facile. Exact. Il voulait me démontrer le paysage. Ouais, voilà. Puis c'était un projet qui était une super expédition, mais en même temps, c'était un projet de communication. Mais moi, je trouvais ça formidable, venant d'une entreprise, d'amener l'aventure à un certain niveau dans leur campagne de publicité. Puis c'est complètement audacieux, je trouve, parce que l'aventure, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et de faire confiance à une aventurière comme moi pour dire on donne un mandat, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Exactement. On te lance à Natashquan, puis rends-toi à Montréal, puis à travers ça, nous, on va gérer un peu qu'est-ce qui se passe, puis vas-y, go, là, pars. Puis, je veux dire, tout était planifié, mais venant d'une entreprise, j'ai trouvé ça vraiment audacieux, puis je pense que c'est nouveau maintenant aussi. On essaie de faire vivre un peu plus les choses aux gens, d'avoir plus d'authenticité dans les messages publicitaires aussi, des fois. Puis ça m'a attiré un peu. Je pense que ça va amener d'autres entreprises à un peu prendre un peu ce genre de concept-là pour leur prochaine J'espère. campagne.
J'espère parce que d'un côté, c'est pas du faux. C'est à un niveau où je le fais pour vrai. Ce que j'ai vécu, c'était là. Puis, dans un sens, l'histoire que je raconte, ben c'est axé sur une personne humaine qui vit à travers une expérience d'aventure, ben le jour après jour d'une expédition. Puis je pense que pour une entreprise, ben, ça peut être super de montrer aux gens comment ils sont près de la société ou comment ils sont près du public auquel ils essaient de rejoindre. Ouais. Moi, je suis fasciné, tu sais, je pense que c'est le propre aussi des aventuriers. C'est fascinant à un moment donné parce que tu fais quelque chose, puis tu sais, disons qu'on fait une course, tu t'enlèves ton dossard, tu le mets sur le bord, puis la course est finie. Right? Ouais. Mais ça, c'est que tu as des moments où tu vas être très, très bas, puis il y a sûrement un moment où tu te souviens que tu étais très, très bas. Comme du monde dans leur vie au quotidien ou dans leur vie, des fois, il y a une période de leur vie où ils sont à leur plus bas. Puis là, il faut que tu trouves l'énergie ou il faut que tu fasses la bonne chose pour te sortir de cette situation-là. Et comment tu vois ça, le moment le plus difficile que tu as eu dans cette expédition-là? Puis comment tu mets en perspective par rapport à la vie en général? Tu sais, il y a sûrement ce moment noir-là que tu as eu un moment donné, tu peux peut-être nous en parler, je suis convaincu qu'il est arrivé, là. Je suis intéressé à t'entendre là-dessus. Oui, il y a toujours certains moments où tu sens que tout peut casser à côté de toi ou tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, à cet endroit-là. Je l'ai vécu pendant Electron, ce moment-là, puis il était encore plus fort pendant Expé Antarctique, où là, c'était mon premier gros moment où, c'est quand on dit on casse là, en deux, là, je me sentais vraiment cassée, puis il y a Amy Cody qui est une super... elle a fait un TED Talk il y a quelques années déjà. C'est quand même assez... c'est pas très récent. Mais j'ai écouté ça, puis Samuel en parle beaucoup aussi dans une conférence que j'ai regardée qu'il a faite. Mais c'est une personne qui dit qu'il faut faire comme si on savait comment le faire jusqu'à temps d'être capable de le faire pour vrai. Puis moi, je me disais, bon, ben, je m'en vais en Antarctique dans le sens où je vais faire l'expédition comme ça. Puis chaque jour, je faisais des choses que j'étais amenée à me dire, OK, mais j'ai jamais fait ça. Fait que elle, cette dame-là, dit, ben, fais-le jusqu'à temps que tu le fasses pour vrai puis tu te sens à l'aise de le faire. Fait que je faisais mes choses, j'avançais pas à pas dans un environnement comme ça. Puis ben, c'est après que je me suis dit, ben, j'ai réussi parce que j'ai toujours eu confiance à ce que j'allais faire comme dans mes sacs puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a une journée, on a eu de la difficulté à faire plus que 700 mètres dans la même journée, là, dans quelques heures. Les vents étaient tellement forts, puis c'était sur le plateau, c'était un endroit où il n'y a pas de montagne, donc le vent prend une force d'ampleur incroyable. Et à ce moment-là, c'était environ jour 14, 15 de l'expédition sur 30. Je me disais, comment je vais faire pour garder le même niveau pour les prochains jours? Je veux dire, on est au milieu de l'expédition, je sens déjà que je suis à 0. Et j'étais dans la tente. Et à ce moment-là, j'avais plus envie de manger. Je me disais, je pourrais pas continuer comme ça. Puis c'est même les amis dans la tente qui m'ont fait manger parce que j'étais là, à 0. Puis à ce moment-là, je m'en rappellerai toujours parce que après avoir juste mangé un petit peu, repris mon énergie, bien dormi, le lendemain matin, les conditions étaient meilleures, mais je veux dire, mon mental avait totalement changé. Fait que je me dis, il y a toujours un moment qui va être difficile, mais dans le temps, ça va représenter quoi? Ça va être une fraction d'une journée, ça va être peut-être, oui, une semaine difficile, un mois difficile, mais dans notre vie, je veux dire, quand on en sort, on grandit de ça. Donc, la période de temps qui est difficile nous en apprend beaucoup aussi sur nous-mêmes puis nous permet après de mettre ça dans notre vie. Donc, quand j'ai été sur Electron, ce que j'avais appris en Antarctique m'a servi à me dire, oui, t'es toute seule, mais t'es capable de passer à travers parce que ça peut être juste un certain nombre de minutes qui va être très complexe. Après, ça peut être quelques heures, mais tu vas l'avoir, tu vas passer à travers. Et ce moment-là, c'était une traversée d'une petite rivière vraiment petite et j'avais pas pied au sol, donc je devais un peu nager avec mon sac, avec mon manteau de Gore-Tex, tout ça, et traverser. Puis
c'était une rivière qui était noire, qui me donnait vraiment pas envie d'aller de l'autre côté, puis il fallait que je le fasse parce que sinon je devais prendre un grand détour. Et voilà, ça m'a confrontée vraiment difficilement. Puis après, ben, je suis arrivée de l'autre côté. J'ai fait un feu, j'ai dû entrer dans mon sac de couchage vraiment rapidement. J'ai même pas pu monter ma tente, j'ai juste je l'ai enfilé sur le sac de couchage un peu comme une poche de sécurité, là. Et ben cette journée-là, je me suis dit bon ben c'est 3 kilomètres. J'ai passé la rivière, puis quand j'ai regardé le ciel, je me suis dit sans avoir eu cette rivière-là à traverser, j'aurais pas pu voir la vue comme ça parce que dans ma tente, tout est bloqué. Mais vu que là, je l'avais montée juste en sécurité, j'avais la vue totale sur tout le ciel. Puis ben, c'est là que je me suis dit, bon, ben, demain, ça va être à recommencer. Puis on va y aller heure après heure, jour après jour. Puis ça va aller. Ouais. Est-ce que tu penses que au-delà des conditions, le défi, c'était la solitude ou il y avait autre chose? Ou... La solitude, c'était un défi auquel j'avais pas pensé avant. Je pense qu'on s'était un peu préparé avec mon équipe, mais la solitude, ça s'insinue sans qu'on le sache un peu dans une aventure comme ça. Moi, j'étais jamais partie toute seule avant, puis je me disais, je suis vraiment une personne introvertie, donc ça va être facile. Je vais prendre un petit moment de méditation en marchant, tu sais. Et quand je me suis dit, waouh, je repense à ma famille, à mes amis, à tout ce que j'ai vécu, j'ai tellement de place pour être avec les gens maintenant, mais je peux pas le faire. Qui peut partager aussi les belles choses, mais les moments les plus difficiles? Donc, ça m'a amené vraiment à me sentir très, très seule. Puis, ça aurait pu être la chose qui aurait fait en sorte que l'expédition soit arrêtée. Ça aurait été ça, ouais. La solitude. Y a-t-il des moments où tu te sentais seul, tu as fait des appels avec ton... Parce que je sais pas comment ça se passait au niveau de la communication, mais tu avais un téléphone satellite. J'imagine que c'était limité les appels que tu faisais avec ça, mais y a-t-il des moments où tu n'as pas eu le choix de prendre le téléphone pour appeler un de tes proches, dire écoute, faut que tu me parles? Ah, il y a eu plusieurs moments comme ça où j'avais envie que les gens me racontent des faits cocasses par rapport à Montréal. Leur journée. Qu'est-ce qui se passait? Moi, l'image que j'avais, c'était d'aller au Parc Laurier, d'étendre une petite couverte, me faire un pique-nique. Et j'ai eu cette image-là pendant la moitié de l'expédition. Il faisait très froid où j'étais, mais où Montréal, ben, c'était le printemps. Les gens sortaient la bouteille de rosé, tout ça, allaient fêter avec des amis. Et, moi, c'était vraiment ça, c'était d'aller manger une petite salade de fruits, par exemple, puis juste rester là à rien faire. Est-ce que tu l'as fait, ton pique-nique? Je l'ai fait, deuxième journée en revenant. Puis c'est des choses simples comme ça, j'avais envie de savoir que les gens allaient bien autour de moi, même si j'étais dans l'effort. Puis j'avais aussi envie de parler, c'est ça, aux amis qui étaient proches de moi, puis d'entendre parler de leur journée. Moi, j'avais pas nécessairement envie de parler de ce que je ressentais, mais vraiment d'entendre les autres, c'était important pour moi. Est-ce que tu te gardais de leur dire certaines choses pour qu'ils soient inquiets pour toi? Oui, c'est arrivé beaucoup. Surtout mes parents, à un moment donné dans l'expédition, j'ai eu vraiment de la difficulté à dire certains détails. C'est ça, mes parents qui me questionnaient beaucoup. Ben voilà, je pense qu'après, on en a reparlé, mais sinon, il aurait été trop inquiet là, pour entendre tout ça. Je suis arrivée dans un ravitaillement. J'avais quelques stations où je devais me rendre à travers l'expédition. Donc, c'était des moments qui étaient très... je dirais une route linéaire où j'étais seule. Puis ensuite, je me rendais dans des stations, soit des centrales hydroélectriques pour les ravitaillements. Donc là, m'attendait, par exemple, peut-être 60 repas pour le déjeuner, le dîner, le souper, tout ça, des gros sacs. Puis je repartais des fois avec de l'équipement nouveau, soit des skis ou des raquettes ou quelque chose comme ça. Mais tu traînais tout? Je traînais tout ce que je pouvais pour la prochaine étape. C'est ça, par étape, c'est ça. Et là, dans ces endroits-là, c'est ça, c'est la vie
qui revient. Donc, Tu vois, il y je a du monde, rencontre tout le monde de la station qui sont là, qui m'attendent, qui me font visiter les centrales. Mais moi, j'ai pas pris de douche pendant super longtemps. Et première étape, on visite la centrale. J'ai un casque et une espèce de complet sur moi et je me dis wow, c'est un peu on passe d'un moment très seul à un moment où là c'est l'effervescence c'est parti totale. politique, fallait que tu C'était quelque chose. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs des points comme ça ou... Je dirais il y en a eu peut-être environ 8 et c'était des points qui étaient essentiels pour moi pour refaire un peu mes bagages. Aussi, c'était des endroits où je faisais sécher ma tente, mon sac de couchage qui était imbibé d'eau ou mes bottes qui étaient glacées le matin puis que je remettais la journée d'après. Il fallait que je fasse sécher quelques trucs. Et non, je pense que c'était essentiel à ce niveau-là. On croisait du monde sur l'Appalachian Trail, justement en fin de semaine, puis là, on voyait un gars revenir revigoré parce qu'il avait resté dans un hôtel une nuit. Il était comme sorti des trails, j'ai pris une douche. Fait que c'était-tu un peu ton même sentiment quand j'imagine que tu restais un petit peu pour faire sécher tes choses, te reposer. C'était-tu un peu le même sentiment? Est-ce que tu avais un nouvel élan quand tu ressentais de l'eau? Tu disais, ça me tente pas de quitter ce confort-là? Je pense que vous l'avez vécu aussi souvent. Quand on revient à Montréal ou quand on revient d'une expédition, ce qu'on aime, c'est peut-être un peu les choses super simples, les petits détails. Puis, on n'a pas besoin de beaucoup quand on pense à ça, parce que moi, c'était juste de tourner l'eau pour avoir comme recevoir de l'eau chaude. Je trouve que c'est tellement un geste qui est simple à la maison, mais qui peut être très difficile en expédition. Juste faire du café le matin, ça peut être complexe. Puis, c'est ce que j'aime retrouver quand je reviens. Puis j'ai pas besoin, je pense, de temps. Mais en expédition, oui, quand j'allais dans certaines stations, j'avais un peu besoin de savoir que tout était assez simple, tu sais, puis ça m'amenait vraiment du réconfort. Puis de repartir sur la route en même temps, je me sentais très bien. Puis c'est sûr qu'à force d'être seule sur le chemin, on commence à s'habituer. Puis à la fin, ça devient une routine. Puis cette routine-là, maintenant, j'y pense encore. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est tellement naturel, tu sais. Puis retourner en nature maintenant, pour moi, c'est vraiment plus naturel que ça l'était avant de partir, c'est certain. On retrouve quelque chose là-bas qui est plus près de ce qu'on est réellement. Et peut-être que ça nous amène à avoir un côté plus authentique de nous-mêmes, de vivre sans tout le flafla de ce qu'on essaie d'avoir dans nos vies, les outils électroniques ou sinon les dizaines et les dizaines de courriels qu'on reçoit. Je pense que quand on s'en va, un peu plus loin des sentiers battus, d'être seul avec la personne qu'on est sans rien autour de nous, c'est là qu'on voit un peu de quoi on est constitué réellement. Ouais. Je pense que c'est drôle, hein, c'est un réflexe un peu de l'être humain. Moi, ma fille est partie 2 semaines en camp de vacances récemment au Massachusetts, sans technologie, sans rien. Puis elle est revenue et elle m'a dit, papa, je pense que je suis une fille de campagne. Elle dit, j'aime pas les technologies. J'écoute plus la télévision. Je sais pas combien de temps, là, mais c'est pas, on sait pas pour combien de temps, mais le constat que je faisais, je me disais, waouh, ça veut dire vraiment que, tu sais, l'être humain, on est vraiment grumpy. Ouais. Puis quand on se retrouve là-dedans, dans le bois, si on était couru, je suis en train en fin de semaine, puis sur les Appalachian Trail, t'as rien, tu sais. Puis c'était comme, je pense qu'il y a un bonheur simple là-dedans. Fait que tu sais, t'as sûrement vécu des moments très difficiles, mais en même temps, c'est comme, t'es strippé de ce que t'es dans la nature, puis il y a un réconfort qui est là aussi, je pense, qu'on vit, je pense. Je pense que l'être humain revient à la source un peu dans ce temps-là. Je suis vraiment d'accord, puis autant, je pense que c'est mon but d'inspirer les gens à retourner en nature, à retourner à ce qu'on était un peu dans le passé. Puis que ta fille dise ça, je veux dire, c'est tellement... je pense que c'est peut-être justement qu'on s'entoure d'un peu trop de choses, puis la simplicité dans nos vies, c'est accessible, tu sais. Je pense qu'on s'en met toujours un peu trop, puis c'est prouvé justement par des jeunes justement qui font des choses comme ça, puis non, moi je suis sûre que, par exemple, au Japon, maintenant, les gens, ils
Ils donnent plus nécessairement des pilules, mais ils donnent des moments pour aller en nature. Tu sais, c'est comme des sessions où on se dit, OK, ben le médecin nous dit allez en nature pour quelques jours ou sortez de la ville. Puis c'est un peu comme ça que ça se passe maintenant, tu sais. Je crois que c'est bon. Wow. Comment que tu t'as fait un petit peu, t'en as parlé un peu tantôt, les retours après ces grosses expéditions-là? Parce que je sais par rapport à faire s'entraîner fort pendant des mois pour un événement, puis après ça, il est fini. Ça prend toujours quelques jours avant de dire, OK, bon, on peut en trouve un autre, là, mais comment que tu vis ça? C'est vrai que il y a des moments où j'ai vécu vraiment difficiles après les expéditions. Autant les grandes courses, c'est vrai, on s'entraîne, puis dès que ça finit, ben ça retombe à zéro. J'avais fait une grande course, c'était 125 km pendant un événement qui s'appelle Arcana à Charlevoix. Ouais. Et c'est un événement qui, pour moi, semblait OK, ben, je vais aller faire ça parce que je m'entraîne, puis je suis rendue là, puis tout ça. J'avais jamais vécu l'après-course, un peu, je dirais. Puis autant, tu sais, c'est une journée de course, donc c'est pas de temps. Mais après, quand toute l'effervescence de l'événement est plus là, on se rend compte parfois qu'il n'y a plus d'objectif après. Puis même en expédition, moi, c'est toujours une période que j'aime d'un côté parce que, bon, c'est revoir tout le monde autour de moi puis tout ça, mais c'est peut-être un moment où je me dis, bon, ben il faut que je me lance un autre défi parce que quand on n'en a pas, parfois, ben c'est... pour moi, en tout cas, c'est un moment complexe. Puis je pense que c'est des moments aussi où je dois être devant mon ordinateur pour faire du montage, de la production et de la colorisation d'images et je travaille environ plusieurs jours ou plusieurs semaines après. Donc, il y a toujours une espèce de distance entre les deux. Soit je suis vraiment nature, en train de faire du défi, ou sinon, après, je suis devant mon ordinateur dans une période où là, c'est café, café, café. On répond au courriel de ceux que j'ai laissés pendant des mois attendre pour une réponse. Mais, tu sais, les deux, c'est vraiment complexe, là. Je suis pas certaine de m'y retrouver encore très bien, donc j'en analyse, là, pour les prochaines expéditions de comment faire pour arriver à mieux gérer... Gérer le entre-deux. Ouais, l'entre-deux puis l'après-expédition. Fait que là, ça t'amène à une autre expédition prochainement? Oui, là, j'aimerais retourner en Antarctique. Je pense que là, les prochaines étapes, c'est pas mal du concret, là. Il y a quelqu'un qui m'attend en décembre. Malheureusement, je serai pas à Noël avec ma famille, mais je vais faire le chemin d'un explorateur qui s'appelle Wally Herbert, un Anglais, qui a fait une partie de la péninsule. Puis on s'en va refaire une partie du parcours qu'il a fait avec une équipe de Français, dont Vincent Colliard, un super explorateur. Sinon, Vincent Colliard, il y a aussi d'autres gens un peu partout dans le monde. Donc, on va être environ 6 personnes à aller sur le terrain, encore en Antarctique, dans ce milieu très froid. Puis, je vais filmer aussi cette expédition-là. Ça, c'est une expédition de combien de temps? Ça va être environ 30 jours aussi, comme celle que j'avais faite dans le passé. Ouais. Cet explorateur-là, il était connu. Qu'est-ce qu'il avait fait de particulier? Vincent Colliard. Non, la personne qui a fait le... Wally Herbert, il avait fait un tracé qui était déjà très avancé je pense que c'est dans les années 1900 quelques, là. Un tracé vraiment hors du commun. Puis c'est l'Antarctique est encore presque pas défini à cette période-là, donc c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de pouvoir aller à cet endroit-là puis me dire, OK, ben il y en a qui ont vécu ça sans manteau arctérique, sans bottes de super carbone et tout ça, tu sais. Fait que non, j'ai hâte de voir. À travers toutes ces aventures-là, puis les réalités de la vie, parce qu'à un moment donné, il vient un moment où si tu penses à un moment donné à soit fonder une famille, soit comment tu vois ça à travers tes défis? Est-ce que c'est quelque chose qui
qui occupe tes pensées un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est une bonne question. Je crois que le fait de vouloir fonder une famille dans un métier comme celui de cinéaste d'aventure ou aussi de personnes qui se challengent dans la vie de tous les jours, je pense que c'est vraiment faisable. Je pense que ça dépend juste des priorités, tu sais, puis des gens avec qui on s'entoure. Je crois qu'il y a des gens dans mon entourage, justement, qui sont des releveurs de défis. Puis ce qui me passionne, ben, c'est d'être en relation avec des gens comme ça. Et je pense que d'avoir une personne dans notre vie qui nous accompagne à devenir meilleur puis à foncer encore plus, ben ça donne envie d'aller loin avec une personne comme ça. Puis à Montréal, il y en a plusieurs, je dirais, il y en a partout au Québec, des gens qui se dépassent. Puis moi, dans le fond, de vouloir fonder une famille, c'est sûr que c'est dans mes plans. Puis je pense que de faire vivre à des enfants des aventures, il n'y a rien de plus beau. C'est un de mes prochaines aventures, peut-être, de vivre ça avec des enfants, ouais. Mais sur l'Appalachian Trail, où on était là en fin de semaine, il y avait des familles qui étaient là, avec un Ouais. enfant de 2 ans, 8 ans. 8 ans, exact. Puis ils disaient, écoute, même des randonneurs qu'on a rencontrés, puis ils disaient, écoute, ils font des journées vraiment comme incroyables. Là. Un enfant de 2 ans dans le sac, puis l'enfant de 8 ans capable de marcher. Je pense qu'il disait qu'il marchait l'équivalent quasiment un petit peu plus qu'un marathon par jour. À 8 ans, c'est quand même assez impressionnant. Là. Toutes les conditions pas toujours facile là, de cette trail-là. Ah, c'est incroyable. Puis les enfants dans des situations extérieures vont agir vraiment normalement. Pour eux, d'être amenés à dépasser leurs limites, c'est peut-être plus enclin dans leur gène que nous, adultes, quand on Ils ont se moins de dépasse. restrictions. Ils n'ont pas de Ils ont moins de restrictions. restrictions, sont moins au courant des barrières, je pense, qu'on se met en vieillissant. Ouais, c'est formidable. Ouais. Ça donne envie de s'inspirer des enfants, c'est certain. Si tu avais une fille, puis elle challengerait son papa comme tu as dit ton père, qu'est-ce que tu avais à lui dire à ta fille? Ah, moi, je lui dirais... Ben, il y a tellement de belles façons de se challenger, de s'amener des défis. Et ça dépend juste de choisir les meilleurs défis, puis de ceux qui vont t'amener plus loin. Puis il y a des choses qui vont amener les gens qui nous entourent à repousser leurs limites. Des fois, c'est vraiment pas dans un domaine de conditions extrêmes, en aventure, là. Ça peut être à la maison. Donc, de bien choisir les défis qu'on se lance, ben, je pense que c'est la base. Puis d'accepter toutes les aventures qui sont là devant nous. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est d'y aller, puis de repousser ses limites un petit peu chaque jour. Puis d'être là pour les gens qu'on aime, puis les gens qui nous aiment. Est-ce que tes parents t'ont toujours encouragé à faire cette expédition-là, malgré leur inquiétude? Est-ce qu'ils sont toujours laissés aller là-dedans? Mes parents ont toujours été présents pour moi dans ces aventures-là, soit au départ ou aux arrivées. Puis ma mère dit souvent que ben, les accidents, ça peut arriver un peu n'importe où, à quel moment. Puis même le fait que j'aille sur des glaciers ou des choses comme ça, ben, je pense qu'ils, réalistement, ils se disent que même ici, ça peut arriver, tu sais, des choses qui arrivent. Fait qu'ils m'ont jamais empêché de faire, de suivre mes passions. Puis autant ma sœur, elle, c'est une grande artiste. Puis au début, j'aurais pu sentir de la résistance face à de mes parents face à ce qu'elle allait faire dans la vie, parce qu'on se dit, bon, tu sais, ça va peut-être être difficile pourtant dans les prochaines années d'un côté plus financier puis tout ça. Puis ils l'ont toujours encouragée à faire ce qu'elle aime. Puis maintenant, c'est une artiste accomplie, tu sais. Puis elle a été la première à dire, elle, dans la famille, ben moi, c'est ce que je fais, c'est que je suis une artiste. Puis dès qu'elle a énoncé le fait qu'elle était, ça a été tout simple pour elle. Les gens l'ont appelée, puis tout ça. Et moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps avant de dire je suis une cinéaste d'aventure ou une vidéaste. Ça m'a pris du temps. Puis dès que je l'ai dit, ben, c'est là qu'il y a eu des débouchés pour moi, puis que j'ai commencé à me sentir à l'aise, puis pas stressée, mais vraiment détachée, puis me dire waouh, ben c'est mon métier, tu sais. Fait que j'ai été vraiment inspirée par ma sœur.
Puis, ben, ça remonte au fait que, comme Simon Sinek dit, tu sais, trouver notre why, trouver la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est tellement important. C'est quand on sait pas trop pourquoi on le fait, puis on essaie juste de faire ça pour l'argent, par exemple, ou quand on le fait, puis que c'est pas présent à l'intérieur de nous, ben on n'est pas inspirant pour les autres, puis je pense que c'est moins percutant, puis on arrive moins à faire ce qu'on veut. Puis dès qu'on trouve le quoi en bon français, le pourquoi on fait ce qu'on veut faire, notre mission, ben ensuite, ben les choses arrivent comme elles arrivent, tu sais, je pense. As-tu réussi à établir clairement ton why parce que c'est un défi pour ce que tu fais? C'est un défi, en fait, juste pour tout le monde. Hein? Ouais. Tu dis qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi le why, Ouais. ça, parce que ça peut être un paquet de choses, mais ça, oui, c'est clairement ça. Tu as aussi à mettre le doigt dessus? Ben, c'est toujours en constante évolution, je crois. Puis mon objectif de vouloir faire ce que je fais varie un peu, se modifie. Mais c'est sûr que pour moi, ma mission claire, ben, c'est de montrer comment l'environnement, c'est magnifique, comment chaque place que je vais, comment c'est beau. Puis peu importe l'endroit où ça se trouve, ça peut être au Québec ou dans le monde, j'essaie de ramener un petit peu tout ça, puis de montrer ça dans mes documentaires pour faire savoir aux gens que ben c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est ma mission qui est un peu la base de ce que je fais. Puis aussi, ben, d'amener les gens à se dépasser à chaque jour dans des environnements comme ceux-là, ben, c'est ce que j'aime faire. Mais je crois que après avoir vécu ou vu et ressenti des choses dans des environnements comme ceux-là, on peut être amené à plus les aimer, puis à être plus apte à les protéger, puis à faire de la conservation de cet environnement-là. Puis c'est aussi c'est aussi un peu, ça fait partie de ma mission, la conservation d'environnements qui sont un peu peut-être amenés à être délaissés ou, tu sais, on n'en prend pas super soin des fois. Tu sais, je reviens d'une expédition en Norvège où je suis allée ramasser des objets de plastique qui étaient sur le bord des rivages dans les îles Lofoten. Puis on se dit, c'est un endroit, tu sais, tellement pur, tellement vaste. Et le voilier avec lequel j'étais, justement, il y avait une équipe de recherche qui comptait tout ce qu'on trouvait sur les plages. Puis on a trouvé environ 2000, 3000 morceaux de plastique sur les berges. Puis on se dit, bon, ben, tu sais, il y a peut-être un problème, mais c'est quand on voit les endroits tellement merveilleux comme ça qu'on peut se dire, ben, j'ai envie de faire un geste pour la protection de ces environnements-là, tu sais. Puis on a trouvé aussi une bouteille à la mer. C'est vrai? Ouais. On a trouvé une bouteille à la mer qui datait des années 2011. Mais encore là en plastique, alors... mais bon. Est-ce que vous avez retrouvé la personne qui l'avait... C'était une équipe qui travaillait en Norvège, donc ça s'était pas déplacé, mais on a pu voir un peu comment les déchets se déplaçaient. Ouais, intéressant. Ça nous amène vers les questions de la fin. Caroline, j'ai une question importante pour toi qui me vient en tête. Je pense que les jeunes filles ont besoin de beaucoup de modèles, de filles qui ont été des trailblazers, des filles qui ont fait d'autres choses, puis tu es clairement un exemple de ça. Est-ce que tu reçois des messages, est-ce que tu vois l'impact que tu as auprès des jeunes filles par ton modèle de femme que tu es? Peut-être que je l'accepte pas parce que je suis encore en train de m'inspirer de femmes qui sont là un peu dans mon entourage, qui sont très fortes. Et je suis vraiment en train, justement, d'être un peu fascinée par ce que d'autres femmes font. Fait que je suis vraiment pas en ce moment en train de penser à tout ça. Puis pour moi, ben, d'être inspirée par ces gens-là, puis tu sais, il y a pas juste des femmes qui m'inspirent non plus, mais ben, j'espère que au Québec, les gens, ils prennent plusieurs femmes, que ce soit des femmes ou des hommes, mais ouais, je sais pas, qui s'inspirent de ce qui est là autour d'eux. Puis il y en a tellement des femmes inspirantes. Il y a Mylène Paquette, par exemple.
Il y a Hélène Dumais qui est une Ça super... une super coureuse. Ouais. Donc, il y en a tellement, tu sais. Puis, juste pendant le week-end, je courais avec une super coureuse qui s'appelle Marianne Hogan, qui était blessée, qui était à l'extérieur du Québec, mais qui vient de revenir et qui est super inspirante en ayant du plaisir sur les sentiers de trail puis tout ça. Puis, c'est... je pense qu'on est entouré de femmes vraiment inspirantes au Québec. Peut-être quelquefois, elles sont un peu timides, puis Comme toi. Ouais, non, mais on chercherait vraiment à en faire connaître quelques-unes. Ouais. Ouais. Si tu avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, ce serait quoi? Oula! Donc, une chanson, ça serait, je dirais, sûrement une chanson de Gilles Vigneault, je sais pas laquelle, mais une chanson qui parle d'hiver parce que moi, ce qui me suit à date dans tout mon travail, c'est pas le sud, c'est pas les endroits chauds. C'est des endroits très, très froids. Ouais. Puis t'es frileuse en plus. Ouais. Les gens, ils m'appellent, ils me disent bon, est-ce que tu voudrais venir filmer dans les montagnes? Je me dis, c'est sûrement pas les montagnes d'Hawaï, hein? Ça doit être les montagnes soit en Antarctique, soit dans le nord du Québec. Donc, ça revient souvent à ça. Fait que mon pays, c'est l'hiver. Ah oui, ouais, je pense. Si tu avais un livre à offrir au plus grand nombre de personnes possible, qu'est-ce que pour inspirer les gens ou pour les marquer dans leur vie, ce serait quoi? Donc, il y a des super livres, moi, qui m'ont beaucoup inspirée. Il y en a un qui s'appelle The Adversity Advantage. Malheureusement, j'ai pas le titre en français. Je crois qu'il doit se faire peut-être traduit en français. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'en va sur l'Everest, un homme aveugle qui, à la base, qui sent qu'il pourrait être limité par certains défis, parce que, bon, c'est quand même l'Everest, et finalement, qui crée un livre pour juste parler de son expérience et des défis qu'il a rencontrés, puis comment ça peut inspirer les autres. Donc, super livre. Puis sinon, il y a le livre de l'histoire de Shackleton. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. En Antarctique, c'est un homme qui a réussi à garder son équipe au début des années 1900, je crois. Une équipe, je pense que c'était environ une trentaine d'hommes et qui se sont échoués dans la mer de Weddell. Le bateau est resté pris pendant 2 ans, puis il faut savoir que l'hiver en Antarctique fait moins 60 et ces gens-là ont réussi à vivre toute une expérience ensemble, puis la raison pour laquelle peut-être personne n'est mort, c'est pas les conditions, parce que les conditions, c'était les pires sur la Terre. Ils ont mangé du manchot, ils ont mangé les chiens de traîneau qui les accompagnaient et tout ça pour s'en sortir. Mais je pense que c'est la résilience puis le fait d'être en équipe qui leur a permis d'arriver au terme de ces 2 années-là, tu sais, sans qu'il y ait de personnes qui décèdent. Donc, c'est un peu les 2 livres qui m'ont marqué. Ouais. C'est un bon choix. Caroline Côté, merci énormément d'inspirer autant de monde, de nous faire rêver à travers des expéditions, parce que c'est fascinant. Puis, on va te suivre dans tes prochaines aventures. Merci. Qu'est-ce que c'est pour vous la prochaine aventure de votre côté? C'est un 100 000 en Arizona au mois d'octobre. Oh, wow! Javelin John Dredd, qui est à la fin du mois d'octobre. Incroyable, incroyable. On va vous suivre. Ouais. Mais ça, on revient coucher chez nous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une nuit, mais après, le lendemain matin, on peut se recoucher. Ouais, c'est bon comme ça. Ouais. Caroline, merci beaucoup. Puis, merci. On peut te suivre où? On peut te suivre sur les réseaux. Tu as ton site internet, Caroline Côté. Oui, exactement. En ce moment, je suis pas mal active sur Instagram. Puis j'ai aussi une page Facebook qui parle de quelques-unes de mes aventures quand je suis pas partie dans une de celles-là. Donc, Facebook, Caroline Côté, vous allez avoir de la facilité à la trouver, je crois. Cool. Y a-t-il un événement de course à pied jeudi soir par hasard? Exactement, c'est mercredi. C'est mercredi? OK. C'est mercredi. Quelle heure? Donc, je crois que c'est à 18h. C'est un événement où on se retrouve à la microbrasserie des 4 origines et on va parler d'aventure puis de dépassement, puis on va faire un petit 10 km. Voilà. On va l'annoncer, vu que, bien évidemment, rendez-vous pas là mercredi, là. L'émission est en différé, mais on va le mettre sur la page Facebook des machines, fait que si les gens veulent y aller, Merci encore une fois. Merci. Aussi inspirante. Merci. Et à bientôt.